15 heures au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, on commence le journal par les principaux titres de l'actualité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli tient une réunion pour examiner le dossier du logement et la stratégie nationale de l'urbanisme et de la construction verte. Les convois d'aide humanitaire continuent à se diriger à Gaza après 2 jours d'interruption durant la fin de la semaine. Donald Trump se dit prêt à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie après l'attaque aérienne record contre l'Ukraine. À la une du journal, le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui une réunion centrée sur le dossier du logement et la stratégie nationale de l'urbanisme et de la construction verte. Au cours de la réunion qui s'est tenue dans la nouvelle capitale administrative, M. Madbouli a également examiné des questions concernant la situation financière de l'autorité des nouvelles agglomérations urbaines. Il a aussi abordé les revenus prévus après les mesures prises afin de mieux exploiter les ressources de l'État. M. Madbouli a par ailleurs fait le suivi des projets en cours d'exécution par l'autorité des nouvelles agglomérations urbaines. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté dimanche à la signature de contrats de partenariat entre le gouvernement égyptien et les entreprises immobilières émiraties. Amar, Misr et saoudienne City Stars pour le lancement du projet Marassi Mer Rouge. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'Égypte aux investissements directs étrangers dans les secteurs prometteurs du pays, notamment le tourisme et le développement immobilier. Ce projet d'une superficie de 10 millions de mètres carrés est doté d'un investissement de plus de 900 milliards de livres égyptiennes, vise à faire de cette région une destination touristique mondiale majeure et à assurer un niveau élevé de fréquentation touristique. Le chef du gouvernement a souligné que ce projet créera plus de 150 000 emplois pendant sa mise en œuvre et environ 25 000 emplois permanents une fois opérationnels. Poursuite des activités de l'exercice militaire égypto-américain Bright Star 2025. Parmi ces activités, des parachutistes ont participé à un saut libre au drapeau dans la zone archéologique des pyramides, un seul qui témoignait de la perfection et de l'harmonie entre les éléments participants à l'exercice. Cette 19e édition de l'exercice militaire multinational doit se poursuivre jusqu'au 10 septembre sur plusieurs bases militaires égyptiennes en coopération avec le commandement central américain, le CENTCOM. Près de 7 900 militaires de 14 pays participent à ces manœuvres, tandis que 29 autres États et organisations internationales, dont l'OTAN et la Croix-Rouge, y prennent part en tant qu'observateurs. Les services de secours israéliens ont annoncé que 5 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est. L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramoth à Jérusalem-Est. Un porte-parole de la police a indiqué sur la chaîne 12 de la télévision israélienne que 2 Palestiniens avaient été neutralisés après avoir ouvert le feu et fait plusieurs blessés. Selon des médias israéliens, l'attaque a visé notamment un bus. Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé que Benjamin Netanyahou tenait une réunion avec les responsables des services de sécurité. Dans un communiqué, le Hamas a salué l'attaque en affirmant que cette opération est une réponse naturelle aux crimes de l'occupation et au génocide qu'elle mène contre nos peuples.
Donald Trump a annoncé avoir envoyé un dernier avertissement au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, le mouvement palestinien se disant pour sa part prêt à négocier sur la base de nouvelles propositions américaines. Le président américain a écrit sur Truth Social que les Israéliens ont accepté les conditions américaines et qu'il était temps pour le Hamas d'accepter également. La Maison-Blanche n'a pas donné plus de détails sur la nature de ces conditions, mais selon le site d'information Axios, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a communiqué une nouvelle proposition la semaine dernière au Hamas pour un accord global sur les otages et un cessez-le-feu avec Israël par l'intermédiaire d'un militant israélien pour la paix. Quelques heures après le message du président américain, le mouvement palestinien Hamas a confirmé avoir reçu via des médiateurs quelques idées de la part des Américains afin de parvenir à un cessez-le-feu. Le mouvement assure être disponible pour s'asseoir immédiatement à la table des négociations afin de discuter de la libération de tous les prisonniers en échange d'une déclaration claire de la fin de la guerre, d'un retrait complet de la bande de Gaza et de la formation d'un comité de Palestiniens indépendants pour gérer la bande de Gaza qui commencerait ses fonctions immédiatement. Depuis Israël, le Forum des familles d'otages a salué une véritable avancée. L'acheminement des convois d'aide humanitaire et de secours vers la bande de Gaza a repris dimanche après 2 jours d'interruption durant le week-end. Selon une source auprès du poste frontalier de Rafah dans le gouvernorat du Nord Sinaï, le 32e convoi qui porte le nom de Zaid al-Izza en provenance de l'Égypte et organisé par le Croissant Rouge égyptien avait démarré depuis le terminal de Rafah à destination du point de passage de Karm Abou Salem. À ce point de passage, les camions sont soumis à une inspection israélienne vigoureuse avant leur entrée dans le territoire. Le convoi transporte surtout des aides de secours, des denrées alimentaires, du matériel du matériel médical et des médicaments ainsi que des camions d'eau potable afin de répondre aux besoins des habitants de la bande de Gaza. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé une série de mesures pour mettre fin au génocide à Gaza, dont un embargo sur les ventes d'armes vers Israël ou l'interdiction d'accueillir dans les ports espagnols des navires de carburant pour les soldats israéliens. Le gouvernement espagnol, une des voix européennes les plus critiques à l'égard de l'action israélienne à Gaza, a décidé de franchir une nouvelle étape et de mettre en œuvre immédiatement 9 mesures supplémentaires pour mettre un terme au génocide à Gaza, pour poursuivre ses exécutants et pour soutenir la population palestinienne, a annoncé dans une déclaration depuis le siège du gouvernement à Madrid. Parmi les mesures qui seront mises en œuvre immédiatement figure l'approbation d'une loi visant à consolider juridiquement l'embargo sur les armes à Israël. De même, il sera interdit à tous les navires transportant des combustibles destinés aux forces armées israéliennes de faire escale dans les ports espagnols et l'entrée dans l'espace aérien espagnol sera refusée aux avions transportant du matériel militaire destiné à Israël. Le président américain Donald Trump s'est déclaré prêt à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie après une attaque aérienne d'une ampleur sans précédent contre l'Ukraine qui a touché pour la première fois le siège du gouvernement. Les détails dans ce compte-rendu. Le président américain Donald Trump s'est déclaré prêt dimanche à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie après une attaque aérienne d'une ampleur sans précédent contre l'Ukraine qui a touché pour la première fois le siège du gouvernement. L'Ukraine compte sur une réponse forte de la part des États-Unis, a de son côté souligné le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie a lancé dimanche sa plus grande vague de drones et missiles sur l'Ukraine depuis le début de la guerre, faisant au moins 5 morts. L'attaque contre Kiev a endommagé pour la première fois le bâtiment ou le siège du gouvernement ukrainien au cœur de la capitale. L'armée russe a assuré n'avoir visé que des sites du complexe militaro-industriel ukrainien
et des infrastructures de transport. Entre samedi soir et dimanche matin, la Russie a tiré 810 drones et 13 missiles sur l'Ukraine. 4 ont été interceptés selon l'armée de l'air ukrainienne. Plusieurs autres régions ont été touchées. Au total, 5 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées. Au moins 2 autres personnes ont trouvé la mort dans des attaques locales séparées selon les autorités ukrainiennes. Le ministre américain des Finances a assuré que les États-Unis étaient prêts à faire monter la pression sur la Russie, appelant les Européens à faire de même. Le président français Emmanuel Macron a condamné l'attaque et le Premier ministre britannique a estimé que l'attaque montrait que Vladimir Poutine ne prenait pas la paix au sérieux. Le ministre turc de l'Intérieur a annoncé que 2 policiers ont été tués par balle et 2 autres blessés dans un commissariat situé près de la grande ville turque d'Izmir. Selon le ministre Ali Yerkilaya, un des 2 policiers blessés se trouve dans un état grave et un suspect âgé de 16 ans a été appréhendé. Des images diffusées par les télévisions turc montrait un cordon policier dressé devant le commissariat où l'attaque s'est déroulée lundi matin. La police scientifique était déployée sur place selon ces mêmes images. Une vidéo filmée par un riverain et reprise par plusieurs médias turcs montre un jeune homme au visage dissimulé tenant dans ses mains un fusil à long canon et semblant fuir les lieux de l'attaque. La Banque centrale européenne, la BCE, devrait maintenir jeudi ses taux directeurs inchangés, l'inflation restant contenue en zone euro. Cependant, la probable chute du gouvernement français et la faiblesse persistante de l'économie allemande lui compliquent la donne. Les détails avec Shamsenemi. En juillet, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, avait affirmé que la Banque centrale était dans une bonne position. Sous-entendu, pas pressée de bouger. Après avoir ramené en juin le taux de dépôt, son principal taux directeur, à 2%, via 8 baisses successives. En août, l'inflation en zone euro est restée quasi stable à 2,1% sur un an, près de 2 en juillet, soit autour de la valeur cible de 2% fixée par la BCE. La réunion de jeudi aurait pu être routinière si les 2 principales économies de la zone euro n'envoyaient pas de signaux préoccupants. La France risque de replonger dans l'instabilité politique après la probable chute lundi en soirée du gouvernement de François Bayrou à l'issue du vote de confiance à l'Assemblée nationale. Les marchés de la dette française ont déjà réagi. Le rendement de l'emprunt à 30 ans a retrouvé ses niveaux de la crise de 2011. Les investisseurs continuent toutefois de faire confiance à la signature française. Les problèmes de la dette de la France ont peu de chances d'affecter directement les décisions de taux de la BCE. Mais ils risquent de ralentir la réduction par la BCE de son stock d'obligations souveraines, héritage des années de crise, selon des experts. Sur le plan de la croissance économique, les piètres performances de l'Allemagne reculent de 0,3% du PIB au 2e trimestre, viennent assombrir le tableau d'ensemble. La zone euro a progressé moins vite d'avril à juin qu'au 1er trimestre. Mais l'inflation pourrait aussi grimper avec les droits de douane américains à 15% via la hausse des coûts des exportations américaines et l'augmentation des prix en Europe pour compenser la baisse des ventes aux États-Unis. Bon, voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.